Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la suite de la première leçon qu'on a vue. On a parlé des ondes mécaniques progressives. Cette fois-ci, on va parler des ondes mécaniques progressives périodiques. Alors le titre, ondes mécaniques progressives périodiques. Le plan de la leçon est le suivant. Alors je vais commencer par définir ce que ça veut dire onde mécanique progressive périodique. Dans un deuxième paragraphe, on va prendre un exemple de ces ondes qui est l'onde sinusoïdale. Et puis, on va terminer par vous présenter un phénomène qu'arrive aux ondes. Ce phénomène, c'est la diffraction. Donc je vais commencer par le premier paragraphe, onde mécanique progressive périodique. Donc, la définition d'une onde mécanique progressive périodique, c'est tout simple. Une onde mécanique progressive est dite périodique si tous les points du milieu de propagation effectuent ou bien sont animés d'un mouvement périodique. Donc, l'onde mécanique progressive et périodique si tous les points du milieu effectuent un mouvement périodique. Voilà, mouvement périodique, onde mécanique et périodique. Alors, nota bene, si la source de l'onde est animée d'un mouvement vibratoire ou bien oscillatoire périodique en un point du milieu, donc cette source génère, ça veut dire crée une onde mécanique progressive périodique. Donc, une source animée d'un mouvement périodique périodique, donc en un point du milieu, bien sûr de propagation, alors ce point crée ou bien génère une onde mécanique progressive périodique. Donc, alors on sait, d'après l'année dernière, qu'un mouvement périodique, il est caractérisé par sa période. Cette période est appelée période temporelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition de la période temporelle? Donc, c'est le temps minimal au cours duquel un point du milieu retrouve le même état vibratoire. Ça veut dire qu'il a un instant T à T1. Il se trouve dans un état vibratoire que je vais noter par E1. À l'instant T2, retrouve le même état vibratoire E1. Donc, la période T
égale à T2 moins T1, à condition que T1 et T2 sont consécutifs. Ça veut dire que l'instant T2 se trouve juste après l'instant T1. Là, on parle de la périodicité temporelle, parce qu'il y a une autre période qui caractérise l'onde progressive périodique. Donc, définition. Petit 2, périodicité temporelle. Donc, la périodicité temporelle est le temps minimal nécessaire à un point du milieu pour retrouver le même état vibratoire. Et plus tard, je vais expliquer ce que ça veut dire le même état vibratoire. Donc, temps, la période, donc on note toujours par T, est le temps minimal nécessaire, ou bien au cours duquel, nécessaire à un point du milieu pour retrouver le même état vibratoire. Alors, lorsque une onde se propage dans un milieu et affecte tous les points du milieu, donc tous les points ont un mouvement vibratoire. Et on va connaître ce que ça veut dire, même état vibratoire. Donc, alors je donne des définitions, puis lorsqu'on traite l'exemple, donc on va comprendre. Supposons par exemple que chaque point est fichu. Voilà la fonction ou bien l'équation horaire d'un point du milieu. Alors ici, j'ai f de t. Ici T. Donc f de T est l'équation horaire du mouvement. Alors cette équation horaire du mouvement, on l'appelle élongation. Donc supposons que les variations de f de T en fonction du temps ont cette allure, ok. Par exemple, voilà. Alors, ces motifs-là sont semblables, ok? Voilà, ça veut dire... Donc, là, on a un mouvement périodique. Alors, la période, c'est ce temps. C'est la période. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on entend par même état vibratoire? Alors, si je prends ce point, ok? Donc, alors le point ici se trouve dans un état vibratoire. Voilà que à l'instant T1 par exemple. Donc, il retrouve le même état vibratoire en cet instant T2. Alors, cet intervalle de temps est la période. Ok. Je vais prendre un autre exemple. Supposons qu'on a par exemple ce point. Alors en ce point,
ou bien en cet instant t', l'équation horaire s'annule, ça veut dire l'élongation s'annule. Ok. Alors, donc, ici, on a un état vibratoire. Alors, donc, est-ce que à cet instant-là, que je vais noter, par exemple, t secondes, correspond au même vibratoire qu'à le point à l'instant t'? Non, pas du tout. Alors, lorsque la fonction ou bien l'équation horaire s'annule à t secondes et à t', ces deux états vibratoires ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'instant t secondes, après que l'équation horaire du mouvement s'annule, l'instant qui suit, okay, l'équation horaire augmente. Tandis qu'à l'instant t', lorsque l'équation horaire s'annule, l'instant qui suit, ça veut dire l'instant juste qui se trouve à côté de t', l'onde ou bien la fonction horaire a tendance de diminuer. Alors donc, ces deux états ne sont pas les mêmes. Mais si on prend cet état où l'équation horaire s'annule, que je vais appeler t tierce, donc on voit bien cet état est la même que celle-là. Pourquoi? Parce que à t tierce, ft s'annule. Mais l'instant qui suit, ft a tendance à diminuer. Donc, l'état de vibration du point M à l'instant t tierce est la même que l'état de vibration du point du milieu à l'instant t'. Alors donc, voilà notre période. Alors ces motifs sont semblables, moi je n'ai pas arrivé à les représenter d'une façon similaire, mais ils sont semblables. Okay. Bon, maintenant, l'onde périodique possède ou bien se caractérise par une autre période. Cette fois-ci, cette période est appelée la longueur d'onde. Alors, on va parler maintenant de la périodicité spatiale. Et on va définir ce que ça veut dire périodicité spatiale. Bon, petit 3. Périodicité spatiale. L'aspect du milieu, si on prend par exemple une corde, alors l'aspect de la corde, lorsqu'on le voit bien, on remarque qu'il présente une périodicité spatiale. Ça veut dire qu'il y a des motifs qui se répètent le long d'une direction. Donc là, il s'agit d'une périodicité spatiale. Si je prends l'exemple, par exemple, de la corde, lorsqu'il est déformé totalement, ça veut dire lorsqu'il est le siège de la propagation d'une onde, donc elle a cette allure. Donc on voit bien ici, on a l'axe des abscisses, x. Alors, le temps ici est fixe, ça veut dire qu'on a pris une photo, okay, ou bien l'allure de la corde à un instant t. Alors ici, le temps est fixe. Donc, on voit bien que l'aspect de la corde est sous forme de motifs
qui se répète périodiquement. Le premier motif, deuxième motif, ainsi de suite. Alors, la période spatiale, c'est la distance qui sépare deux motifs consécutifs. Voilà, cette distance, qui est égale à cette distance, qui est égale à cette distance. Donc, elle représente la période spatiale de l'onde. Alors, cette période, on l'appelle longueur d'onde. OK? Donc, ici, on peut écrire une petite introduction et que l'aspect du milieu de propagation présente une périodicité spatiale caractérisée par une période spatiale appelée longueur d'onde. Longueur d'onde. Notez lambda. Alors ici, on a lambda, lambda, lambda. Maintenant, je vais donner la définition de la longueur d'onde. Bon, supposons qu'ici, on a la source. Okay? Donc, la source, elle vibre. À un instant donné, la source se trouve en 7 points. Okay? Alors, donc, lorsque la source effectue une vibration, ça veut dire une oscillation, un va-et-vient, ok, va-et-vient. Donc, le temps qu'a pris cette vibration est la période temporelle. Ok. Donc, voilà. Il s'est écoulé une période temporelle lors d'une vibration. Et l'onde a parcouru la distance lambda. Donc, lambda, ou bien la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle t. C'est la définition de la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, donc, on la détermine à partir de la période temporelle et de la vitesse de propagation. Donc, définition de la longueur d'onde. Alors, j'ai dit que la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Alors cette définition, si je la traduis mathématiquement, j'aurai cette relation. Lambda égale à la vitesse de propagation fois la période t. Elle est exprimée en mètres. Donc V est la vitesse de propagation.
Bon, maintenant, on va étudier un exemple d'onde, un exemple particulier. Il s'agit des ondes sinusoïdales. C'est le sujet du deuxième paragraphe. Donc, grand 2, onde mécanique progressive sinusoïdale. Alors, une onde est dite progressive, mécanique progressive sinusoïdale, si tous les points du milieu sont animés d'un mouvement qu'on peut représenter par une fonction sinusoïdale. Ok, je répète. Onde sinusoïdale, si tous les points du milieu de propagation sont animés d'un mouvement qu'on peut représenter ces variations, ça veut dire les variations de la fonction qui régit ce mouvement par une fonction sinusoïdale. Ok. Bon. Et cette onde sinusoïdale, elle est générée par une source qui a un mouvement sinusoïdal. Ok. Donc, onde mécanique progressive sinusoïdale, tous les points du milieu effectuent un mouvement qu'on peut représenter par une fonction sinusoïdale. Si la source de l'onde effectue des vibrations sinusoïdales, alors l'onde qui se propage dans le milieu est une onde sinusoïdale. Donc, si le mouvement de la source est régi par une fonction sinusoïdale, alors l'onde générée par cette source est onde mécanique progressive sinusoïdale. Maintenant, on va donner un exemple pour voir les caractéristiques de ce mouvement. Exemple.
Donc, supposons qu'on dispose d'une corde où on crée un mouvement sinusoïdal à l'aide d'un vibreur. Okay? Donc, le vibreur génère une onde sinusoïdale le long d'une courbe. Donc, à l'état initial, je vais tracer notre courbe. Voilà. La courbe. Pardon, la corde. Je parle de la corde, pas la courbe. La corde. Elle est bien tendue. Ça veut dire son élasticité est meilleure. Alors, je l'enroule autour d'une gorge d'une poulie, P, et à l'autre extrémité de la corde, je suspends un corps de masse M ou bien une masse marquée. Okay? Donc ce corps, il applique une force sur la corde, okay, pour qu'il sera élastique et bien tendu. Alors pour qu'il n'y a pas le phénomène de réflexion, ça veut dire que l'onde, lorsqu'il arrive à l'extrémité ou bien à la poulie, il s'atténue, okay, et ne se réfléchit pas pour revenir à la source, et on va assister au phénomène de superposition. Donc, ce qu'on pratique, on met du coton entre la gorge de la poulie et la corde. Coton. Alors, le coton, il absorbe les vibrations qui lui arrivent. Ça veut dire que dès que l'onde arrive au coton, elle s'atténue et ne peut pas se réfléchir pour revenir à la source. Alors, donc, ici, voilà la source S. On la relie à quoi? À un vibreur. Donc, un vibreur, c'est une plaque métallique. Ces vibrations sont générées par un électroaimant. Alors, lorsqu'un courant alternatif ou bien un courant continu passe dans ce électroaimant, alors il crée un champ magnétique, puis elle attire cette plaque, et cette plaque, lorsqu'il sera attiré vers l'électroaimant, elle coupe le courant. Alors donc, il y a annulation du champ magnétique, la plaque revient à son état d'équilibre, elle établit le courant de nouveau parce qu'il ferme le circuit. Donc ainsi, on a rupture du courant, puis établissement du courant, et comme ça, la plaque effectue des vibrations. Bon. Alors, lorsque le circuit est fermé, il y a passage du courant dans l'électroaimant, la plaque commence à effectuer des vibrations. Alors, donc, je vais représenter la fonction qui régit les vibrations de S. C'est une fonction sinusoïdale. Bon, supposons que, donc, il y a plusieurs façons d'effectuer ce mouvement. Moi, je vais supposer que à l'instant initial, la plaque se trouve horizontale, et dès que le courant passe par l'électroaimant et par la plaque, elle est attirée vers le bas. Donc, lorsqu'il sera attiré vers le bas, elle coupe le courant et elle va revenir à son état initial. Donc, le mouvement de la source, c'est un va-et-vient, c'est un mouvement de vibration qui, dans un premier temps, la plaque descend, puis il remonte. Okay? Bon, voilà donc la plaque. Donc, je vais prendre
donc l'état initial, et puis l'état final. Donc je vais agrandir un petit peu le schéma, ok, voilà. Et puis voilà. Alors, je vais tracer ma courbe, ok. Donc, je ne vais pas respecter cette longueur, ok. Je vais prendre plus de longueur pour qu'on aura un schéma très clair. Bon, voilà notre plaque, ok. Donc, l'état initial. Alors, dès que le courant passe par la plaque, il y a création d'un champ magnétique et la plaque sera attirée vers le bas. Voilà, par exemple, ici. Donc, c'est une plaque déformable, ok. Il se déforme. Et là, je vais représenter les variations temporelles du mouvement de la source, S. Voilà, donc on a ici S. Alors, je vais prendre un repère. Voilà notre repère. Bon, ici, au milieu, je vais prendre l'axe du temps. Voilà, l'axe du temps. Ok, donc je vais changer ce marqueur. Je vais utiliser le noir pour qu'il apparaisse très bien. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà, ici j'ai le temps, l'axe des temps. Bon, cet axe-là, c'est l'axe des Y. Ok. Donc, je rappelle que chaque point de la corde, donc, elle est représentée par l'abscisse X. Alors, l'abscisse X représente la position effective de la corde, du point de la corde, parce que au cours du mouvement, X ne varie plus. Donc, seulement l'ordonnée Y qui varie. Ça veut dire que chaque point assujetti à faire un mouvement de va-et-vient verticalement. Alors Y varie, mais X ne varie plus, puisque l'onde ne transporte pas la matière. Donc à t égale à 0, ok, S était en cette position, ça veut dire la courbe, voilà. Et on voit que l'élongation Y, ça veut dire la fonction qui régit le mouvement de S, donc est appelée élongation. Alors l'élongation ces variations sont sinusoïdales, donc on aura une courbe sinusoïdale donc qui varie entre, donc cette distance doit être égale à celle-là, voilà, donc je vais un petit peu refaire cette courbe. Et voilà. Alors, je vais ici faire des pointillés, ok. Voilà. Donc, Y varie entre Y max et Y min. Sachant que Y max égale à moins Y min. Et puis je vais tracer ma courbe sinusoïdale. Alors la courbe sinusoïdale, elle est périodique. Bon, voilà, je vais graduer cet axe de temps, ok, par
t sur 4. Ok. Ça veut dire la période sur 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, au cours d'une période, donc au cours d'une demi-période, au cours d'un quart période, ok. Donc la S arrive ici et aura un abscisse qui, pardon, un ordonnée qui est nul. Voilà. Et au cours d'une demi-période, donc il a son élongation est Y. Voilà, donc je vais représenter ce motif. Voilà donc une période. Ici j'ai T sur 4. Ok. Ici T sur 2. Ici c'est 3T sur 4. Ici c'est T. Voilà. Et voilà. Et je veux répéter ce motif dans le temps. Voilà, donc ici on aura, voilà. Et voilà. Ici donc on a 2T. Donc, la période, ok, voilà la période. T. Alors, Y de T est appelé élongation. Élongation. Donc ici, je vais noter petit s, élongation de la source. Y max est appelé, donc on peut poser Y max égale à A, c'est l'amplitude du mouvement. Amplitude donc YS de T, on peut l'écrire d'une façon explicite en fonction du sinus ou bien du cosinus, donc, puisque c'est une fonction sinusoïdale. Alors, YS égale de T égale à l'amplitude A, sinus de pi sur T fois le temps T plus phi. Alors, d'après notre représentation, si je peux déterminer phi, phi est appelé la phase du mouvement. Bon, A, on a dit que c'est l'amplitude, T, c'est la période du mouvement, ok? Donc T, période du mouvement. Phi, phase à l'origine du temps. Bon, pour déterminer phi, donc on va poser à l'instant t égale à 0, on a y égale à y max, ys égale à y max, et donc ici je remplace t par 0, j'obtiens ys de t égale à a sinus phi, ok? Donc a sinus phi égale à donc a égale à y max. Dans ce cas, donc sinus phi égale à 1. Et on va trouver que dans ce cas que j'ai présenté, phi égale à pi sur 2. Bon, nous, on ne s'intéresse pas à phi pour l'instant. Alors, donc, j'ai représenté ici les variations temporelles de la source. Et chaque fois que l'onde se propage, alors tous les points ont un mouvement sinusoïdal. Okay. Et on peut déterminer ou bien écrire la fonction qui régit le mouvement de chaque point en tenant compte du retard temporel. On va
voir ça après. Mais tout d'abord, à un instant T, on va représenter l'allure de la courbe. À un instant T. Alors la courbe aura cette allure et l'allure d'une sinusoïde. Ok. Bon, l'aspect de la corde à un instant T. Ça veut dire on prend une photo de la corde à un instant T. Donc on aura cette allure de la courbe. Alors ici, on a Y, ok, le même ordonnée, mais cette fois-ci, pour l'axe des abscisses, c'est l'axe des X, c'est pas l'axe du temps, ok. Donc ici, on a X. Donc chaque point, lorsqu'il vibre, X ne varie plus. Seulement Y qui varie. Okay. Alors là, je vais représenter, donc puisque la source a des variations sinusoïdales, donc l'allure de la courbe est une sinusoïde. Voilà, c'est une sinusoïde que je vais représenter ainsi. Ok. Voilà. Donc ici, A, ici moins 1. Donc je vais avoir, ok, donc ici, voilà, ainsi de suite. Et comme ça, jusqu'à toute la longueur de la corde. Alors la corde était horizontale et à l'instant, avant que la corde se déforme, tous les points se trouvent à Y max. Okay, donc ici, je vais m'arrêter ici. Voilà. Alors ici, on a la poulie. Donc, l'allure de la courbe est une sinusoïde qui est constituée par une alternance de motifs, ok, premier motif, qui sont semblables, deuxième motif, troisième motif. Donc, alors ici, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux points qui ont le même état vibratoire. Ok, donc on a dit que ici, lorsque j'ai expliqué le même état vibratoire, je l'ai expliqué par un seul point, ça veut dire un seul point, ou bien un point se trouve dans un état vibratoire, après l'écoulement d'une période T, il retrouve le même état vibratoire. Mais ici, on voit qu'il y a certains points qui se trouvent, ou bien qui ont le même état vibratoire. Par exemple, si je prends ce point-là, et ce point-là, alors ces deux points se trouvent dans le même état vibratoire. Donc, la distance qui les sépare, c'est lambda.
Ok. Même chose pour ces deux points. Par exemple, voilà ce point-là. Avec ce point-là, donc, non, même si ces deux points ont le même ordonnée, mais ils ne sont pas dans le même état vibratoire. Pourquoi? Parce que ce point, donc, à l'instant suivant, va descendre vers le bas, tandis que ce point, à l'instant suivant, il va monter vers le haut. Donc, ces deux points n'ont pas le même état vibratoire. Mais ces points et cet point ont le même état vibratoire. Donc, voilà la longueur qui les sépare, c'est le même, c'est lambda. Ok? Alors, deux points qui se trouvent dans le même état vibratoire sont dits en phase, ou bien ils vibrent en phase. Par exemple, si je note ce point par A1 et ce point par A2, ok, ce point par A3, ainsi de suite, alors le point A1, A2, A3 se trouvent dans le même état vibratoire, ça veut dire qu'ils vibrent en phase. Ok, donc tous ces points qui se trouvent au sommet vibrent en phase. Ok, donc A1, A2 et A3 ont le même état vibratoire. On dit qu'ils vibrent en phase, ou bien qu'ils sont en phase, Alors je peux, il y a donc une infinité, ou bien un très grand nombre de points qui sont en phase. Par exemple, A1, A2, A3, ce point-là et ce point-là, ils sont en phase. Ce point-là et ce point-là et ce point-là, ainsi de suite, sont en phase. Ce point-là, bon, que je vais noter par exemple B1, B2, B3, B4, ok, ainsi de suite, B5, donc vibrent ont le même état vibratoire, donc ils sont en phase. Alors, B1, B2 et B5 ont le même état vibratoire, donc vibrent en phase. Alors, si je prends par exemple ce point-là, ok, voilà. Alors, ce point-là a pour ordonnée, par exemple, Y'. Ok, Y'. Ce point-là a pour ordonnée Y'. Mais ce point avec celui-là ne sont pas en phase, puisque ce point, donc, à un instant ultérieur, il va descendre, tandis que ce point-là va monter. Mais ce point qui a le même ordonnée, voilà, donc ici par exemple C, ici C', sont en phase. Bon, C et C' sont en phase. Donc, conclusion. Deux points consécutifs, séparés par lambda, ok, par exemple A1 et A2, ou bien A2 et A3, sont dans le même état vibratoire. Ça veut dire qu'ils vibrent en phase. Vibrent en phase. Alors ici, c'est une autre façon de déterminer la longueur d'onde en mesurant la distance qui sépare deux points consécutifs qui vibrent en phase. يعني جوج ديال النقاط كيكونوا متتابعين و la distance بيناتهم هي la longueur d'onde.
Alors, conclusion. Maintenant, il y a des points qui ont des états vibratoires particuliers. Par exemple, si je prends le point A1, ok, et le point D1. D'accord? A1 et D1. A2 et D2. A3, D3. A4, D4. Donc, vous voyez que le mouvement de A1 et D1 sont opposés. Alors, je signale que vous ne devez pas confondre cette courbe avec celle-là. Cette courbe, c'est une représentation temporelle dans le temps. Ça veut dire ici, le temps varie. Tandis que cette courbe, c'est une représentation spatiale. Le temps ici est fixe. Ok, T égale à constante. Ici, X égale à constante. Donc, j'ai dit que le mouvement de A1 et D1, ou bien de A2 et D2, sont deux mouvements opposés. Ok, par exemple, deux points. Supposons que les bouts du majeur, ok, sont des points de milieu de propagation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que ces deux points ont même état vibratoire. Ça veut dire qu'ils effectuent le même mouvement. Ok, voilà. Alors, ces deux points, les extrémités de mes majeurs, mes deux majeurs, sont en phase. Ils vibrent en phase. Ok. Maintenant, si je descends mon majeur droit vers le bas, ok, et je commence le mouvement, ok, alors dans ce cas, les deux mouvements sont opposés. Ça veut dire que lorsque ce point gauche sont ordonnés et maximal, le point du majeur droit sont ordonnés et minimal. Et vice-versa. Lorsque ce point a un ordonnée maximal, ce point a un ordonnée minimal. Donc ces deux points vibrent en opposition de phase. Ok, en opposition de phase. C'est le cas de A1, D1, A2, D2, A3, D3. Ok. Bon. A1 et D1 vibrent en opposition de phase. Même chose, A1 et D2 vibrent en opposition de phase. A2 et D4 vibrent en opposition de phase. Par exemple, ici, si je prends B1, ici, par exemple, B1', ici, B2'. Alors, B1 et B1' vibrent en opposition de phase. Ils n'ont pas le même état vibratoire. Ok. Donc, A1 et D1, ok, vibrent en opposition de phase. A2, d'un côté, et D1, D2, ainsi de suite, D4, de l'autre côté, vibre en opposition de phase. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que deux points consécutifs qui vibrent en opposition de phase, la distance qui les sépare est lambda sur 2. Ok, lambda sur 2.
Voilà, donc lambda sur 2. Alors A4 et D4 vibrent en opposition de phase. Ils sont consécutifs. Donc la distance qui les sépare est lambda sur 2. Donc j'écris que, conclusion, la distance qui sépare deux points, et j'insiste sur consécutif, voilà, deux points consécutifs, et demi-longueur d'onde, ça veut dire lambda sur 2. Bon, après ça, donc, on va, par exemple, j'ai ici la source et on a un point quelque part, ok, qui se trouve dans le milieu de propagation et on veut déterminer son élongation, ça veut dire la fonction qui régit ces variations, les variations de son mouvement dans le temps en fonction de l'élongation de la source. Alors là, on doit tenir compte du retard temporel. Alors l'élongation. L'élongation d'un point M du milieu est. Alors, je rappelle que le retard temporel, c'est quoi? C'est le temps, c'est le retard que met M pour reproduire les mêmes vibrations de la source S. Donc, Y de T de M, du point M, c'est quoi en fait? Donc, si par exemple, à l'instant, si par exemple à l'instant T, T arrive ou bien à T, M reproduit le même mouvement qu'avec effectué S à T' égale à T moins tau. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élongation de S, pardon, du point M, parce qu'on connaît l'élongation de S. L'élongation de M est YM de T qui sera égal à YS de T'. Ok, donc ce que je vais faire, c'est de remplacer T' par T moins tau. Donc YM de T égale à YS de T moins tau. Et on voit bien que le mouvement de chaque point de la source, bien sûr, dépend du mouvement de S, ok, ou bien et le mouvement de S a un retard
temporel près. Donc si je connais ys de t, donc je peux écrire que égale à ys de t. Alors déjà on a donné ys de t, ok, on l'a donné ici, donc je vais la réécrire. Ys de t égale à A sinus de pi sur t fois t plus phi. Ok. Dans notre cas, phi égale à pi sur 2. Donc je rappelle comment on a trouvé phi égale à pi sur 2. Alors ys de 0, d'après l'expérience qu'on a fait, alors ys de 0 égale à y max. Ça veut dire égal à A. Égal, alors ici je remplace t par 0. Et je trouve A sinus phi. Ok. Ça veut dire que sinus phi égale à 1. Alors implique que phi égale à pi sur 2. Voilà. Donc c'est la méthode avec laquelle on détermine phi. Et on va faire ce calcul lors des leçons prochaines en électricité, en mécanique. Bon. Alors ym de t, ça égale à ys. Donc je vais remplacer ici t par tau. Et j'obtiens, par t moins tau, pardon. Donc j'obtiens A sinus de pi sur t, facteur de t moins tau, plus phi. Ok. D'autre part, donc je vais développer ym de t, donc sera égal à A sinus de pi sur t fois tau, de pi sur t, pardon, fois t, ok, moins 2pi sur t fois tau plus phi. Alors là, je peux exprimer t en fonction de v, ok, tau. Donc on a vu que tau égale à Sm sur V. Et je peux donc faire apparaître lambda en remplaçant V qui est égal à lambda sur T. Donc implique que tau égale avec, donc ici je divise par V, ça veut dire que je divise par lambda multiplié par T, ok, et j'obtiens tau égale à Sm, ok, sur lambda fois T. Et en remplaçant ici, on va faire apparaître la périodicité spatiale. Ainsi, Ym de T égale. Alors A, sinus de pi sur T fois T, moins. Alors 2pi sur T fois tau. Donc tau égale à Sm sur lambda fois T. Donc je simplifie par T, il me reste 2pi Sm sur lambda. Moins 2pi Sm sur lambda. Ou bien ici je vais diviser par lambda. Plus phi. Alors ici on voit que
dans l'expression de l'élongation de m, les deux périodicités apparaissent, la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. Bon, je vais m'arrêter ici. Plus tard, on va faire la deuxième partie. Merci pour votre attention.